Radio à vous l'été, l'esprit patriotique. Et merci de votre fidélité sur le 3xW, canalk.ch et sur Radio à vous l'été. Et on continue avec la situation sociopolitique au Togo et Max Savi Kamel, je le disais, il est journaliste et directeur de la rédaction de Africa Stratégie. Et Max Savi Kamel, je pense qu'il a été également directeur de communication, mais directeur de campagne du docteur Agbeome Kodjo. Alors Max Savi Kamel, rebonsoir. Oui, bonsoir, Amos Sylvain. Alors, je pense qu'on va parler du Togo et vous connaissez très bien ce pays, le Togo. Et alors, c'est comme si vous êtes tout à fait togolais, Max Savi Kamel. Et justement, on va en parler puisque après cette élection présidentielle de 2020, beaucoup de Togolais se disent un peu déçus. Et justement, dans sa parution numéro 144 du 3 février 2021, le journal La Manchette de Sylvestre Béni titre à la une, je cite, il dit « Stérilité du combat politique au Togo. Agbeome Kodjo doit cesser de faire du Jean-Pierre Fabre. » Alors, Max Savi Kamel, que comprendre de cette interpellation de notre confrère Sylvestre Béni? Je crois que Sylvestre n'a pas totalement tort. Il répond sans doute au candidat Agbeome qui s'est déclaré candidat et président élu d'ailleurs. Il reproche de ne pas changer de méthode. C'est ce que je disais tout à l'heure concernant la Guinée. De quelle méthode? Dans cette émission, nous voulons comprendre les choses. Parce que on aligne des mots, mais des fois, le Togolais lambda n'arrive pas à comprendre. Oui, parce que l'opinion reproche quand même à la DMK d'une manière ou d'une autre de continuer à rester dans les attaques à l'interne de l'opposition, tu vois, et de s'enliser dans des rivalités internes alors que elle aurait pu être davantage rassembleuse. Elle n'a pas rassemblé la DMK. Elle aurait pu rassembler davantage des leaders et ratisser l'âge. Elle n'a pas pu le faire pour une raison ou pour une autre. Et donc, ça fait partie de ce que la Manchette reproche à raison, bien sûr, à Agbeome Kodjo. Mais au-delà, il faut tenir compte. Exactement. Avant même ça, notre confrère Sylvestre Béni écrit à la une de son journal. Agbeome Kodjo doit cesser de faire du Jean-Pierre Fabre. Qu'est-ce que Jean-Pierre Fabre a fait qui n'a pas marché? Ça fait 30 ans qu'il est opposant. Ça fait 30 ans qu'il fait la même chose. Ça fait 30 ans qu'il draine des foules dans les rues et à la plage. Et ça fait 30 ans qu'il n'a pas sorti une autre stratégie pour conquérir le pouvoir autrement que organiser des marches. Mais il faut faire une différence avec Agbeome Kodjo. Agbeome Kodjo, à quoi qu'on dise, secouer énormément ce pouvoir. Aucun opposant, peut-être qui s'est pu accepter dans une certaine mesure, aucun opposant n'a secoué autant le pouvoir. Et vous avez vu les moyens que le pouvoir a utilisés, notamment l'armée, les attaques, les enlèvements construits en son domicile et contre des membres de sa famille. Donc Agbeome Kodjo a bougé énormément les lignes. Et je crois que c'est ce qui fait le plus mal. C'est vrai que moi, je n'aurais pas souhaité qu'il soit en exil, je n'aurais pas compris ça, mais il brandit le fait que sa vie soit menacée. Il est important qu'il soit vivant pour pouvoir continuer le combat. Mais une chose est sûre, on va retenir que 2020 a été l'année où le pouvoir a été le plus secoué. Regardez tout ce qui s'est passé au plan international. Regardez le soutien direct ou indirect des Américains. Regardez la réaction de certains Français, dont le député Sébastien Nadotki a été élu député République en marche, donc du parti de Macron, même si aujourd'hui il est un non-inscrit au Parlement français. Et donc, tous ces soutiens montre quand même qu'il y a eu quelque chose. Et tout ça soutien constitue une sorte de pression sur le régime togolais, constitue une sorte de menace directe ou indirecte sur le régime togolais. Je pense qu'il faut en tenir compte et dire que Agbeome a fait ce que aucun opposant n'a jamais fait. Il a secoué le cocotier jusqu'à ce que Coco le tombe. D'accord, pour bien comprendre encore l'idée, si je ne me trompe pas, de notre confrère Sylvestre Béni, Jean-Pierre Fabre en 2010 a prétendu gagner l'élection présidentielle. En 2015, il a toujours continué. Il a fait des manifestations pendant 5 ans, 10 ans. Jean-Pierre Fabre n'a jamais eu le pouvoir. Et je pense que, est-ce qu'Agbeome Kodjo reste également dans cette même logique de revendication de victoire? Ce n'est pas une question de logique, c'est une question de rapport de force. D'accord. Est-ce qu'Agbeome Kodjo reste dans cette logique de... Non, il n'est pas dans cette logique, c'est qu'il est allé sans doute, à mon avis, un peu plus loin que Jean-Pierre Fabre. Mais en même temps, la question que je me pose, c'est est-ce que Agbeome Kodjo a les moyens aujourd'hui de tourner le vent en sa faveur? Je crois aussi qu'il ne les a pas vraiment. Parce que Faure Gnassingbé est là, son armée clanique et anti-républicaine est à son service de la façon la plus entière. Il dispose des leviers du pouvoir.
il a les moyens illimités, il dispose de la puissance publique dont il fait usage à l'excès. Et donc, à partir de ce moment, face à quelqu'un comme ça, un homme, ou même un parti, ou si vous voulez la DMK, une dynamique quelconque, fut-elle conduite par un prélat, ou même par l'Esprit Saint, n'arriverait pas facilement à bout d'un tel système, quoi qu'on dise dictatorial. Et donc, je ne pense pas que la DMK ou Albomé Kodjo ont aujourd'hui, à l'heure actuelle, des moyens conséquents pour faire face à cette dictature, mais ils peuvent continuer à déranger. Et déranger, c'est aussi prolonger chaque jour de quelques minutes l'insomnie du régime en face. Tout à fait. Alors, Marsavi Kamel, tout comme en 1998, en 2010 et en 2015, la dénonciation de la fraude électorale continue notamment à la tribune du Parlement européen ou français. Alors, un député de l'Assemblée nationale française a dénoncé, je pense il y a quelques jours, les fraudes électorales de 2020 qui sous-tendent la contestation de la DMK et les sorties d'Albomé Kodjo et également de Monseigneur Philippe Ofaniko Podjo. Alors, quel regard portez-vous aujourd'hui sur le rôle de dénonciateur joué par le député en question et les commentaires que cela suscite, Marsavi Kamel? D'abord, je trouve que c'est intéressant. Il faut recadrer cela en disant que ce n'est pas une réaction forcément officielle de l'État français. C'est la réaction d'un député, mais ce n'est pas rien. Cette réaction, c'est la preuve qu'il y a des gens qui croient en la victoire d'Albomé Kodjo. C'est aussi la preuve que dehors, il y a des gens qui continuent de s'opposer aux dictatures africaines sous une forme ou sous une autre. Mais moi, ce qui me paraissait assez important, c'est un peu le parcours de ce député qui est un élu comme je le disais tout à l'heure, un élu de la majorité présidentielle en France et qui a eu ce courage dans des situations qu'on sait quand même assez compliquées de se positionner de la sorte. Ce n'est pas rien. Et au-delà de ça, c'est que le fait que sa réaction a été transcrite dans le journal officiel, ça c'est une tradition du Parlement français, donc ce n'est rien d'extraordinaire. Toutes les discussions qui ont lieu au Parlement en débat sont transcrites dans dans le JO, le journal officiel français. Ça laisse des traces. Et je pense que dans une opposition comme l'opposition togolaise qui a du mal à s'en sortir depuis un demi-siècle, ces petits actes, c'est des petites victoires et c'est l'accumulation de ces petites victoires qui fera un jour la grande victoire. Et moi, c'est ce à quoi je crois le plus. J'ai aussi entendu dire qu'il y a d'autres réactions dans le Parlement français qui vont suivre dans les prochains jours, dans les prochaines semaines. Et je crois que tout ça contribuera à crédibiliser le combat de cette opposition. Ça ne changera pas fondamentalement les choses, mais c'est des cris de cœur. Et c'est un ensemble de cris de cœur qui font la révolution. C'est la question que je voulais vous poser justement. Vous l'avez dit, ça ne va pas changer beaucoup de choses. Et là, comme je l'ai dit en début, en 98, en 2010, en 2015, il y avait eu de dénonciations sur les fraudes électorales au Togo, notamment au Parlement européen. Alors, cela s'est repris également à l'Assemblée nationale française. Comment est-ce que nous devons prendre cette information? Que doivent faire concrètement les Togolais qui aspirent au changement? Je ne crois pas que cette information change grand-chose dans le sort du Togo. Une chose est sûre aussi, et c'est malheureux de le constater, c'est qu'à force de combat sans cesse, parce que on ne le dit pas assez, mais le Togo a été un des pays pionniers du combat démocratique en Afrique. Parce que en Afrique de l'Ouest, c'est l'une des plus vieilles dictatures. Et donc, dès le début, le Togo a commencé par se battre, puisque 3 ans après son indépendance, le chef d'État élu a été tué par des envahisseurs militaires. Et donc, dès le début, les Togolais ont été de tous les combats démocratiques dans le pays. Les années 90, notamment le 5 octobre, est symptomatique de tous ces combats historiquement menés par les Togolais. Et donc, au bout d'un moment, les Togolais sont fatigués. Et quand vous suivez le cycle des peuples, vous vous rendez compte que c'est à peu près tous les quarts de siècle qu'il y a une sorte de révolution contre un système qui dure trop longtemps. Vous avez bien le constaté à Hong Kong, en Chine, et même dans la plupart des dictatures. Hein. C'est au bout d'un... Parce que ceux qui ont fait le combat de 90, c'est pas les mêmes qui vont faire le combat qui va suivre. Et on l'a constaté en 2017, notamment, le 19 août, une autre révolution a été déclenchée au Togo avec Tiki Achadam. Et ceux qui étaient essentiellement des jeunes, ils n'étaient pas dans le combat de 90. Et donc, après ça, je pense que l'opinion togolaise et le peuple togolais est un peu essoufflé et il lui faut du temps pour pouvoir se préparer et rebondir peut-être dans les années à venir, peut-être dans 2 décennies.
Ce qui est un répit énorme pour le dictateur qu'il faut combattre tous les jours et chaque instant. Tout à fait. On va également parler encore de cette élection de 2020 au Togo, qui d'ailleurs suscite encore beaucoup de réactions, et beaucoup d'indignation au sein même de la population togolaise au Togo, tout comme de la diaspora. En 2010, en 2015, Jean-Pierre Fabre, justement, a remporté ces élections. Et en 2020 également, Dome Kodjo a remporté également ces élections selon beaucoup de Togolais, car nous savons qu'au Togo, voilà, il y a beaucoup de Togolais qui aspirent au changement, et pour beaucoup de Togolais également, Faure Gnassingbé n'a jamais remporté une élection au Togo. Alors, on assiste également, ces derniers temps surtout, à des guéguerres sur les réseaux sociaux, et on va être quand même, on va parler sans langue de bois, ANC contre DMK, ou DMK contre ANC, et là, ça crée une frustration totale et ça continue. Est-ce que vous avez un conseil à donner au peuple togolais lambda qui aspire au changement, Marsabi Kamel? Déjà, je crois que ça ne sert personne. Ça ne sert ni l'ANC, ni la DMK, ni aucun parti. C'est clair. Il ne faut pas oublier que l'ANC a été pendant longtemps, et le reste d'une manière ou d'une autre, l'une des forces clés de l'opposition togolaise. Jean-Pierre Fabre est une personnalité d'une intégrité incontestable, qui a sacrifié sa vie dans le combat depuis 4 décennies et qui mérite pour cela nos hommages et notre gratitude. Et donc, moi, j'ai toujours été assez personnel contre les attaques à son endroit provenant des gens qui sont proches ou qui sont membres de la DMK. Mais vous avez constaté que ces derniers jours, ça s'est calmé quand même. Officiellement, il n'y a plus de leaders de la DMK qui attaquent l'ANC ou son leader. Mais sur les réseaux sociaux, oui, on ne peut pas contrôler l'opinion, qui est une opinion totalement éparse et qui, sur les réseaux sociaux, peut aller dans tous les sens. Hein. Et donc, la seule chose qu'on peut demander aux Togolais, c'est d'aider leurs oppositions ou leurs opposants à se rassembler très très rapidement, parce qu'il y a quelque chose qu'on exige, qui sont les régionales qui vont arriver là. Les élections régionales auront lieu au Togo en juin ou juillet prochain, peut-être même plus tôt, parce que le pouvoir va vouloir les anticiper afin d'écarter la DMK dont le leader est en exil du pays. Et donc, face à ça, il faut être unis pour faire face au pouvoir. Et on l'a vu lors des municipales, c'est vrai. Le RPT a gagné 80% des sièges lors des dernières municipales, mais les autres aussi ont fait le pas. Et ils ont un gratte-ciel ici et là, ce qui permet à Jean-Pierre Fabre d'être maire aujourd'hui, de pouvoir prendre la parole officiellement en tant que maire, et à d'autres personnes aussi de disposer de quelques mairies. Même le MPDD, Dome Kodjo dispose de 2 mairies et d'une vingtaine d'élus. Moi, je crois que c'est important de rester rassemblés et de viser les prochaines régionales, parce que des régionales vont découler des élections sénatoriales. Puis c'est les conseillers régionaux et les conseillers municipaux qui vont élire les sénateurs. Et la Constitution a prévu un Sénat qui a des pouvoirs presque équivalents à celui du pouvoir parlementaire. Et donc, à partir de ce moment, il faut préparer ça dès maintenant pour ne pas être enlisé dans les guerres pendant que le parti au pouvoir prépare assidûment les prochaines régionales. Tout à fait. Marsabi Kamel, on va parler maintenant de grand social au niveau des syndicats de l'enseignement. Et le syndicat des enseignants du Togo est depuis quelque temps dans le collimateur du gouvernement, et Nabouja Bouraima, que vous connaissez très bien, qui n'est plus d'ailleurs à présenter ni au peuple togolais ni à la diaspora togolaise, et Nabouja Bouraima subit le dictat du ministre Jibé Bawara. Le dernier fait en date est l'amputation de toutes les rémunérations à l'homme pour 1 mois, excepté les allocations familiales. Il lui est reproché sa présence active sur les réseaux sociaux et ses commentaires sur des sujets d'actualité. Il fait des sorties assimilées à une citation du syndicat des enseignants du Togo, notamment le CET. Alors, Nabouja Bouraima dit être victime de son engagement citoyen. Alors, Marsabi Kamel, quelle analyse faites-vous de cette situation dont est victime Nabouja Bouraima? Il est clair que quelles que soient les motivations du ministre Jibé Bawara et du gouvernement togolais, cette suspension, cette mise à pied d'1 mois avec suspension de rémunération afférente à l'endroit de quelqu'un qui est un militant citoyen, qui est aussi un syndicaliste et qui surtout est un homme politique proche de la DMK, va être, quoi qu'on dise, interprété comme une punition obstinée. Et donc, à partir de ce moment, cela ne rend déjà pas service au Togo. En même temps, je ne sais pas, peut-être que ça existe et que je n'en sais pas plus. Je n'ai vu nulle part où il est interdit aux fonctionnaires togolais de faire de la politique ou de s'engager politiquement, hein, d'autant que tous nos ministres et tous les responsables dans toutes les directions techniques du pays sont très très politisés, notamment de la majorité présidentielle. Et donc,
c'est à la fois, si cette punition passe, cette sanction passe, c'est une sorte d'épée de Damoclès sur la tête des personnes qui sont engagées dans dans la politique et qui sont fonctionnaires. Et je crois que c'est pourquoi il est important que les syndicalistes s'organisent pour contrer cette décision, peut-être en discutant avec le ministre en question pour obtenir le suicide de la décision ou peut-être en luttant pour que cela ne puisse pas être appliqué. Ce qui est sûr, les allocations familiales dont on parle, c'est quelques milliers de francs CFA, hein, ça fait 10, 15 euros maximum si vous avez 2, 3, 4 enfants, donc ça vaut pas grand-chose. Et là, l'intéressé va se retrouver avec un mois sans salaire, alors déjà que le Togo pratique des salaires les plus bas. Cela n'est pas acceptable, c'est totalement inadmissible. Je crois que au niveau de la DMK à laquelle il appartient, il y aura une forte mobilisation pour que cette décision ne soit pas appliquée. Mais en même temps, le fait que le pouvoir au Togo s'acharne contre de petites, des personnes qui n'ont pas une grande envergure politique, hein, qui ne sont pas de très très grands leaders, ça peut aussi être un signe d'avoir le dos nu ou d'être aux abois. Et je crois que c'est le cas pour ce qui concerne Nabouja, qui a priori ne dérangeait pas trop et qui, en tant que Togolais, avait toutes les raisons de se positionner sur les questions liées à son pays dans un sens ou dans l'autre, et de suspendre de quelque manière que ce soit, c'est aussi raccourcir les libertés de l'opposition. On va conclure cet entretien exclusif sur l'actualité sociopolitique au Togo. C'est qu'en 4 ans de pouvoir d'Egnasingbe au Togo, plus de 30 ans que l'opposition mène ce combat pour prendre le pouvoir. Mais hélas, le peuple togolais s'est beaucoup engagé. On dirait-on, le peuple togolais a tout donné. Et là, ça ne donne absolument rien. Alors, comme l'écrit Jonas Siladin, Togo, démocratie impossible, que direz-vous pour conclure cet entretien exclusif, Marc-Savi Kamel? Déjà, moi, je ne veux pas dire que les Togolais ou l'opposition mènent le combat depuis 30 ans. Non, le combat est mené depuis 54 ans. C'est-à-dire que, comme l'arrivée au pouvoir de la dynastie Gnassingbé s'est fait sur une sorte de malentendu, et donc une sorte de crime, la mort notamment de Sylvanus Olympio, il est clair que les détractions ont commencé à l'instant. Donc, depuis 1963 pour être plus clair, donc on va dire largement plus d'un demi-siècle que le combat continue. Est-ce que Togo, démocratie impossible? Oui, oui, un peu quand même. Quoi qu'on dise, si après 50 ans on en est encore là, c'est que la démocratie, l'avènement de la démocratie n'est pas pour demain. Mais en même temps, il ne faut pas décourager nos populations. Parce que souvent, c'est quand on s'y attend le moins que ça arrive, les détonations. Et donc là, tout le monde se dit, bon, c'est parti pour 2025, c'est parti pour 2030, parce que Faure Gnassingbé s'est arrogé le droit de pouvoir faire 2 mandats à partir de 2020. Mais rien n'est joué dans la vie des hommes. Et les hommes ne sont pas des moutons. Et les hommes ont un destin. Et il y a un esprit qui chapeaute chaque peuple. Tout peut arriver. Moi, je crois qu'il faut garder espoir. Même si c'est difficile aujourd'hui de se battre dans les conditions actuelles, il faut garder espoir en se disant que tout peut arriver. Pour que, si un jour, le tout arrive, cela ne se prenne pas. Merci beaucoup, Marc-Savi Kamel. Je rappelle que vous êtes journaliste et directeur de la rédaction de Africa Stratégie. Merci de nous avoir accompagnés en ligne depuis la région parisienne. Et bonsoir. C'était un plaisir comme d'habitude, et bonsoir à vous et bonsoir à tous vos auditeurs et téléspectateurs, puisque vous êtes aussi diversement sur Internet, et à très très bientôt. À très bientôt, Marc-Savi Kamel. Bonsoir. Radio à vous l'été, l'esprit patriotique.